Vous vous souvenez de ce film sur les amourettes d'été, les courses de drag queens et les pantalons beaucoup trop serrés, devenu un véritable phénomène culturel dont vous et votre mère connaissez encore toutes les répliques? C'était Grease, le film de 1978 qui a convaincu toute une génération que la dernière année de lycée était synonyme de blouson en cuir, de chorégraphies assorties et de transformations complètes pour plaire à la personne aimée. Aujourd'hui, nous vous présentons 15 anecdotes insolites sur Grease. Le casting presque final, les catastrophes évitées de justesse et les détails que vous n'avez jamais remarqués, même après l'avoir revu 47 fois. L'âge n'est qu'un chiffre. Les élèves du lycée Rydell ressemblaient moins à des adolescents qu'à des personnes ayant déjà rempli plusieurs déclarations d'impôts. Et personne ne s'en souciait vraiment. À la fin des années 70, Hollywood ne s'intéressait pas à la fidélité de l'âge des acteurs. On recherchait des artistes capables de chanter, de dancer, de se placer correctement et de supporter un tournage éprouvant sans chaperon ni couvre-feu. C'est pourquoi Grease n'a pas fait appel à des adolescents. Ils ont engagé des professionnels capables d'enfiler des vestes universitaires. Stockard Channing en est l'exemple le plus célèbre. Rizzo était censé avoir 17 ans. Channing avait 33 ans, presque le double de l'âge de Rizzo. Mais honnêtement, c'est justement ce qui fait le charme du personnage. Son cynisme, son assurance et cette énergie désabusée qui la caractérise. Rien de tout cela ne sonne juste chez une adolescente. On ne peut pas feindre une telle assurance désabusée et Channing n'en avait pas besoin. Quant à Jamie Donnelly, qui incarnait la douce et maladroite John, son parcours a été encore plus difficile. Trent Hans. Donnelly avait déjà des cheveux gris. Elle avait dû se teindre les cheveux en noir pour le rôle. Mais ses racines repoussaient si vite que les cheveux grisonnaient déjà avant même qu'elle ait pu retourner chez le coiffeur. Alors, chaque matin, l'équipe lui masquait les racines au crayon noir pour que John ait l'air d'aller en classe plutôt qu'à une réunion de parents d'élèves. Même les acteurs principaux étaient un peu en retard. John Travolta avait 23 ans, un âge vénérable en comparaison, tandis qu'Olivia Newton-John, à 29 ans, craignait tellement de paraître trop vieille qu'elle a insisté pour passer un essai caméra afin de s'assurer que Sandy ne fasse pas trop jeune. Et soyons honnêtes, on y a tous cru. Avec le recul, c'est un miracle qu'aucun d'eux ne se soit inquiété des mensualités de son crédit immobilier au lieu du bal de promo. Grease n'était pas le lycée, c'était le lycée tel qu'on s'en souvient. 10 ans plus tard, alors que la vie avait déjà commencé à se compliquer. L'apparition de Frankie Avalon, descendant du ciel en chantant Beauty School Dropout, est l'un des moments les plus mémorables du film. Mais voilà, il n'était pas le premier choix. Elvis Presley avait été initialement envisagé pour le rôle de l'ange adolescente. Imaginez un peu, Elvis, celui dont Danny Zuko imitait désespérément le charisme, jouant un ange prodiguant des conseils de vie à une élève d'école d'esthétique. Le public aurait été en délire, mais Elvis a refusé le rôle. En 1977, sa santé déclinait et, pour une raison ou une autre, peut-être parce que le rôle lui paraissait trop insignifiant ou peut-être parce que le colonel Tom Parker n'était pas intéressé, il a décliné l'offre. Il est décédé le 16 août 1977, et c'est là que ça devient troublant. D'après le réalisateur Randall Kleiser, la nouvelle est tombée sur le plateau le jour même du tournage de la scène de la soirée pyjama où Rizzo chante Elvis. Elvis, let me be, keep that pelvis far from me. Kleiser a déclaré plus tard que c'était très étrange. L'affaire a fait la une des journaux, tout le monde était au courant. L'équipe était complètement paniquée. Après le refus d'Elvis, les producteurs se sont tournés vers Frankie Avalon, le beau gosse immaculé des films de plage des années 60. Et franchement, ça a marché. Avalon collait parfaitement à l'univers bubblegum et fantasmé de Grease. Mais de temps en temps, on ne peut s'empêcher de se demander ce que cette scène aurait donné avec Elvis dans cette chemise blanche à revers surdimensionné. Les It Girls ont refusé. Sandy Olsen semblait si parfaitement choisie pour le rôle que cela paraissait présager le destin. Mais Grease a failli nous offrir une Sandy et un film très différent. Avant Olivia Newton-John, les producteurs ont courtisé quasiment toutes les It Girls de l'époque, et chacune d'elles a failli donner au film une orientation complètement différente. Maria Osmond figurait en bonne place sur la liste. À la fin des années 70, elle incarnait l'idéal de la jeune fille modèle, un choix évident pour Sandy. Mais elle a rompu les liens et sa raison était plutôt audacieuse. Elle détestait la fin. Maria pensait que la transformation de Sandy pour Danny envoyait un mauvais message aux jeunes filles. C'est aux garçons de changer pour la fille, pas à l'inverse, et honnêtement, elle n'avait pas tort. Mais c'est un débat pour une autre vidéo.
Si elle avait dit oui, Grease aurait peut-être été une comédie musicale familiale irréprochable avec un final bien différent. Et puis, il y avait Carrie Fisher. Le réalisateur Randall Kleiser était le colocataire de George Lucas à l'université. Alors que Luca mixait la musique d'un petit film de science-fiction intitulé Star Wars, Kleiser reste passé jeter un coup d'œil à quelques images, espérant que la princesse Leia pourrait convenir pour le rôle de Sandy. Mais il n'a pas trouvé grand-chose sur quoi se baser. Comme Kleiser l'a admis plus tard, « Je ne pouvais pas dire si elle était faite pour une comédie musicale, car je ne voyais que ses cheveux. » Imaginez Sandy avec le caractère de Leia. Rydell High aurait eu beaucoup plus de mordant. Et Olivia Newton-John? Eh bien, elle avait son propre problème. Même après avoir signé pour le rôle, elle n'arrivait pas à maîtriser l'accent américain. Alors, au lieu de la remplacer, les réalisateurs ont tout simplement réécrit le personnage. Sandy Dombrowski est devenue Sandy Olsen, une étudiante australienne transférée. Problème résolu. John Travolta s'est battu avec acharnement pour Olivia, la qualifiant de femme idéale, et voilà, l'histoire du cinéma s'est mise en place d'un coup. Passe de Solo, pas d'Olivia. Olivia Newton-John n'a pas accepté de jouer dans Grease sans poser quelques conditions. L'une d'elles était qu'elle avait besoin d'un solo. En effet, la comédie musicale originale ne proposait pas de ballade marquante pour Sandy. Le projet n'était pas conçu ainsi, mais Olivia était avant tout une chanteuse, et son contrat le stipulait clairement. Si elle devait porter ce film, il lui fallait une occasion de le prouver. Le problème, c'est que la chanson n'existait pas encore. À mi-chemin de la production, John Farrar, le producteur de longue date d'Olivia, a enfin trouvé la solution. Il a composé une chanson qui évoquait une ballade mélancolique classique des années 50, pleine de nostalgie et de chagrin, mais avec cette touche pop lisse et brillante de la fin des années 70. Autrement dit, c'était exactement ce dont Sandy avait besoin. Mais lorsque le tournage fut enfin prêt, le tournage principal était déjà terminé. Le reste de l'équipe s'était dispersé sur d'autres projets, si bien qu'Olivia s'est revenue seule pour tourner la scène. C'est pourquoi Sandy est seule dans le jardin. Non pas parce que le scénario l'exigeait, mais à cause des contraintes de planning. Même son apparence a dû être simulée. Les équipes de coiffure et de maquillage se sont affairées à recréer l'apparence de Sandy au début du film. Mais en y regardant de plus près, on remarque de subtiles différences avec la séquence de la nuit d'été. Et voici le point crucial. Cette obligation contractuelle est devenue le cœur émotionnel du film. Hopelessly Devoted to You a valu à Grease sa seule nomination aux Oscars, dans la catégorie Meilleure chanson originale. Elle a grimpé en flèche dans les charts Billboard et a contribué à faire d'Olivia Newton-John une véritable superstar internationale. Depuis, la chanson est devenue tellement incontournable que les reprises modernes de Grease l'intègrent désormais à leur spectacle, bien qu'elle n'ait jamais fait partie de la distribution originale. Imaginez Grease sans Hopelessly Devoted. C'est comme un hamburger sans frites. Cette clause contractuelle a offert à Sandy son moment de gloire et à nous tous l'un des plus grands hymnes de karaoké de tous les temps. 20 minutes pour chorégraphier un classique. Le final de Grease ressemble à un chaos maîtrisé. Le palais des glaces, les manèges, tout le monde qui danse comme un fou pendant que Danny et Sandy finissent par se mettre ensemble. Il s'avère que Controlled a fait un travail considérable dans cette phrase. Le producteur Alan Carr a loué une véritable fête foraine itinérante et l'a installée sur le terrain de football du lycée John Marshall. Ouais, une vraie fête foraine avec de vrais manèges. L'équipe est arrivée sur le plateau et a trouvé un imbécile qui les attendait. Mais c'est là que ça a dérapé. Vous connaissez You're the One That I Want. Cette chanson, celle qui vous trotte dans la tête depuis 1978 et qui a probablement retenti pendant l'intro de cette vidéo, personne n'en connaissait l'existence avant d'arriver sur le plateau, prêts à tourner. Les acteurs avaient répété We Go Together pendant des semaines. Cette partie était au point. Le duo de Danny et de Sandy, beaucoup moins. La scène finale originale, très émouvante, a été abandonnée car les producteurs souhaitaient quelque chose de plus pop pour Olivia Newton-John. Elle a été remplacée par You're the One That I Want, et elle est arrivée si tard que le chorégraphe Pat Birch n'a eu que 20 minutes pour improviser toute la séquence de Funhouse. 20 minutes. Pour l'un des numéros de danse les plus mémorables de l'histoire des comédies musicales au cinéma. Sans pression, bien sûr. Les acteurs ont entendu la chanson pour la première fois sur le plateau, alors toute cette excitation que vous voyez à l'écran, elle est authentique. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Pendant ce temps, Eddie Deason, notre cher Eugene, le geek, était sanglé dans un de ses manèges à sensations pour une prise après l'autre.
Quand ils ont enfin réussi à prendre la photo, Deason est descendu en titubant, a trouvé un prévoisin et a aussitôt vomi. Le glamour d'Hollywood. Mes amis. Alors oui, quand vous regardez ce final et que tout le monde a l'air de tenir grâce à l'adrénaline et aux prières, eh bien, c'était un peu le cas. 5 jours. Pas d'air. Un abattoir. Vous vous souvenez du grand concours de danse? Toute cette énergie débordante. Tout le monde qui enflammait la piste? Non. C'était un cauchemar. La scène du kiosque à musique nationale a été tournée au lycée de Huntington Park, en plein été californien. La salle de sport n'était pas climatisée, et on y a ajouté d'énormes projecteurs, des dizaines de personnes entassées dans l'espace, et des costumes non respirants comme des tailleurs en laine, d'épaisses crinolines, une quantité de lac à faire exploser la couche d'ozone, et une température au sol qui aurait atteint 47 degrés Celsius. Oh. Et il y avait un abattoir à proximité. Olivia Newton-John a raconté plus tard que l'odeur de l'usine des transformations de viande s'infiltrait dès qu'ils entrouvraient les fenêtres pour aérer. Alors l'équipe n'avait pas le choix. Fermez les fenêtres et laissez la chaleur vous envahir lentement, ou ouvrez-les et baignez-vous dans les odeurs nauséabondes de l'abattoir. À vous de choisir. Et ce n'était pas un tournage d'un seul jour. Le tournage de la séquence de danse a duré 5 jours. 5 jours. Alors que les heures s'accumulaient, les coiffures pompadour commençaient à s'affaisser, le maquillage coulait et plusieurs membres de l'équipe ont dû être évacués du plateau à cause de la chaleur. Michael Tucci, qui incarnait Sonny, aurait été hospitalisé pour déshydratation. Entre les prises, les acteurs s'allongeaient sur le sol du gymnase pour récupérer. Alors, la prochaine fois que vous verrez Danny et Cha-Cha enflammer la piste de danse, remarquez comme leur peau brille. Ce n'est pas l'éclat d'un film, c'est la sueur de survie par 47 degrés Celsius. Et ils ne dansaient pas pour un trophée. Ils essayaient juste de danser pour prendre l'air. Cette course de dragsters est incroyable. 2 voitures qui filent à toute allure sur le béton, Danny au volant, et tout le monde qui acclame comme si c'était le spectacle le plus génial qu'ils aient jamais vu. Ce que vous ne voyez pas, c'est le risque biologique. La rivière Los Angeles n'était pas un décor de cinéma. C'est un canal de drainage en béton qui recueille les eaux de ruissellement de la moitié de la ville. Quand l'équipe de Grease est arrivée, ce qui se trouvait dans ce lit de rivière avait mijoté sous le soleil californien pendant des semaines. L'eau était stagnante et chaude, un véritable bouillon de culture bactérien, et les voitures y ont roulé sans problème pendant 3 jours. À chaque fois que Grease Lightning ou Hell's Chariot dévalait ce canal, de l'eau contaminée giclait partout. Les acteurs, l'équipe technique, tous ceux qui se trouvaient à proximité. Personne ne se souciait de ce qu'ils respiraient jusqu'à ce que tous commencent à tomber malades. Le réalisateur Randall Kleiser marchait pieds nus à cause de la chaleur. Il s'est coupé le pied et a continué à travailler. Le lendemain, il avait 38,3 degrés Celsius de fièvre. Il a admis plus tard qu'il était complètement déconnecté de la réalité pendant le tournage des scènes du restaurant, mais qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il a donc continué à tourner malgré la fièvre. Et puis il y a Annette Charles. Vous vous souvenez du grand moment de Cha-Cha, agitant le drapeau pour donner le départ de la course? Elle a filmé cette scène dans une douleur atroce. Charles avait quitté l'hôpital en plein examen pour pouvoir se rendre sur le plateau. Entre les prises, elle s'appuyait contre des voitures, incapable de tenir debout. Elle a tourné la scène avec une force incroyable, a obtenu la prise, puis est retournée directement à l'hôpital le soir même, où les médecins ont diagnostiqué une grossesse extra-utérine et l'ont opérée d'urgence. Elle ignorait ce qui lui arrivait. Elle savait seulement qu'elle devait terminer la scène. À l'écran, cette course est un pur moment de gloire pour les loupards. Mais en coulisses, c'était un réalisateur fiévreux, une actrice à 2 doigts de l'opération, et une rivière de boue dans laquelle personne n'aurait dû se trouver. L'opération de dissimulation de la guerre du cola. Avez-vous déjà remarqué les affiches étrangement floues dans les scènes du restaurant? Ce n'est pas un bug du film, c'est une opération de communication de crise de la part de l'entreprise. Lors de la mise en place du décor du restaurant, des affiches Coca-Cola se sont retrouvées partout sur les murs. Personne ne s'en est inquiété avant de visionner les images. Problème. Le producteur Alan Carr avait déjà signé un contrat publicitaire avec Pepsi. Lorsque Carr a repéré des logos Coca-Cola partout, il a demandé au réalisateur Randall Kleiser de refaire les scènes avec des produits de Pepsi ou de supprimer complètement les logos Coca-Cola. Refaire les scènes était impossible, trop cher et trop long. Ils ont donc opté pour la solution C, flouter les logos. C'était avant Adobe After Effects. Alors, pour effacer le Coca-Cola du film, le studio a dû utiliser des caches d'optique, des effets spéciaux à l'ancienne, appliqués directement sur le négatif.
C'était maladroit, ça se voyait. Et si vous avez vu ces scènes de restaurant, vous savez exactement de quoi on parle. Et ils n'ont même pas pu tout réparer. Il y a une glacière Coca-Cola rouge dans le restaurant qui était trop visible pour être modifiée de façon convaincante. Alors ils l'ont laissé comme ça. Kleiser a admis plus tard qu'il n'avait d'autre choix que d'espérer que Pepsi ne se plaindrait pas. La sortie du 40 et anniversaire a enfin abordé le sujet, en quelque sorte. Les affiches floues ont été remplacées numériquement par de véritables logos Pepsi, mais la rotoscopie reste visible pour qui sait où regarder. 40 ans plus tard, la guerre des colas continue de se jouer en arrière-plan d'une scène de malt shop. Les vestes qui ont failli ne jamais exister. Les vestes des Pink Ladies sont entrées dans la culture populaire. Elles sont éclatantes, audacieuses et d'un rose satiné incomparable. Un rose qui a fait rêver toutes les filles de 1978 et leur a donné envie de créer leur propre bande. Pourtant, elles auraient pu être complètement différentes. Le costumier Albert Wolski avait initialement créé des tenues plus sobres pour le film. Une version plus sobre, du genre de tenue que portaient réellement les adolescents des années 50. Mais le réalisateur Randall Kleiser n'en voulait pas. Il voulait plus de couleurs, plus de dynamisme. Et une comédie musicale qui explose à l'écran comme un jukebox en feu. Wolski a donc tout repris à zéro. La légende raconte qu'il a jeté aux oubliettes le règlement vestimentaire de l'école et a opté pour un style kaléidoscopique débridé. Couleurs vives, silhouettes flatteuses et, bien sûr, les fameuses vestes en satin rose. L'objectif n'était pas le réalisme, mais l'impact. Grease n'a jamais prétendu ressembler à un vrai lycée des années 50. Il était censé évoquer la version des années 50, dont on se fait des rêves après avoir abusé des root beer floats, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça a marché. Ces vestes sont instantanément devenues le symbole de la rébellion, de la solidarité féminine et du fait d'avoir plus de style que tout le monde. 45 ans plus tard, impossible d'organiser une soirée costumée sans qu'une personne n'arrive vêtue d'une veste en satin rose avec son nom brodé dessus. Danny Zuko était censé mourir. Grease ne commence pas comme un film classique. Pas de scène d'ouverture en prise de vue réelle, pas de plan d'ensemble. Juste une animation pétillante et colorée et une chanson disco. C'est un choix étrange pour une comédie musicale des années 50, presque comme un vestige d'un tout autre film. Et c'est parce que c'en était un. Avant même que John Travolta et Olivia Newton-John ne foulent un plateau de tournage, le premier à acquérir les droits d'adaptation de Grease fut Ralph Bakshi. Si ce nom ne vous dit rien, Son C.V. Louis vous le dira. Car c'est le chat, le premier long-métrage d'animation à obtenir une classification X aux États-Unis. Bakshi ne faisait pas de dessins animés pour enfants. Il faisait des dessins animés pour des gens qui n'auraient probablement pas dû regarder de dessins animés. La vision de Bakshi pour Grease était imprégnée de la même énergie. C'était sombre, destiné à un public adulte et animé. Selon le co-créateur Jim Jacobs, lorsque l'on a demandé à l'équipe de Bakshi comment l'histoire se terminerait, la réponse a surpris tout le monde. Danny Zuko se suicide. Jacobs se souvint plus tard que lui et son co-scénariste Warren Casey s'étaient disputés violemment pendant la réunion. L'option de Bakshi sur les droits finit par expirer en 1976. Le producteur Alan Carr s'empara alors du projet, déboursa 200 $ de sa poche et s'associa à Robert Stigwood pour transformer Grease en une version plus légère, Class A PG, que nous avons tous découverte en 1978. Mais Bakshi n'a pas abandonné l'idée. En 1982, il a sorti Hey Good Lookin', un film d'animation se déroulant dans les années 1950. Avec des blousons de cuir, des bandes de loupards et un personnage principal qui ressemble étrangement à Danny Zuko. Le générique animé que nous avons vu a été créé par John David Wilson et son studio Fine Arts Films. Aucun lien avec Bakshi, mais chaque fois que ces T-Birds de dessins animés apparaissent à l'écran, difficile de ne pas se demander à quoi aurait ressemblé la version de Bakshi. Sa voiture, son rêve, la chanson de quelqu'un d'autre, Grease Lightning semble indissociable de Danny Zuko. L'assurance, le dance, l'interprétation méthodique et théâtrale. Impossible d'imaginer quelqu'un d'autre interpréter ce morceau. Le plus drôle, c'est que cette chanson n'était pas censée être la sienne. Dans la comédie musicale originale de Broadway et dans les premiers projets d'adaptation cinématographique, Grease Lightning appartenait à Kaneki. C'était sa voiture, son rêve, son moment de gloire. La chanson était un pur hymne à la bravade prolétarienne, conçu pour mettre Jeff Conaway en lumière. Voici le rebondissement. Conaway avait en réalité interprété Danny Zuko à Broadway.
Il avait commencé comme doublure et avait fini par obtenir le rôle principal. Lors du tournage, il doute céder sa place à John Travolta pour incarner Danny et se contenta du rôle de second plan. Mais au moins, il aurait quand même la vedette, non? Eh bien, non. Au moment où le tournage commençait, Travolta était déjà la nouvelle star d'Hollywood. Il venait de terminer le tournage de La Fièvre du samedi soir et tout le monde savait que le film allait cartonner. Travolta voyait en Grease Lightning le morceau énergique dont tout le monde se souviendrait, et il le voulait absolument. Le réalisateur Randall Kleiser a donc jugé bon de demander à Conaway si cela lui convenait. Conaway a d'abord refusé, mais a fini par céder. L'acteur qui incarnait Danny à Broadway s'est donc retrouvé relégué au rôle de Kenickie, puis a vu sa chanson phare attribuée à un autre. Les ennuis se sont enchaînés, au sens propre comme au figuré. Pendant le tournage de Grease Lightning, Conaway a été accidentellement lâché par d'autres membres de la troupe et s'est blessé au dos. Les médecins lui ont prescrit des analgésiques. Cette blessure a déclenché une dépendance qui l'a poursuivi toute sa vie. À l'écran, Travolta a fait de cette chanson une légende du cinéma, mais dans la vie, Conaway en a payé le prix d'une manière inattendue. La tenue qui nécessitait une couturière à disposition. Sandy, arborant fièrement ce pantalon noir taille haute, est l'une des transformations les plus légendaires de l'histoire du cinéma. En moins de 30 secondes, la gentille étudiante australienne nouvellement arrivée devient la personne la plus cool de la pièce. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'Olivia Newton-John était littéralement moulée dans cette tenue et qu'une simple pause pipi aurait pu paralyser toute la production. Ce pantalon n'avait pas été confectionné sur mesure pour le film, c'était un modèle d'époque. Le costumier Albert Wolski souhaitait rester fidèle à l'esprit des années 1950 et a donc déniché un pantalon moulant en peau de requin, taille haute, datant réellement de cette période. En 1978, ces pantalons avaient déjà une vingtaine d'années. Il n'y avait qu'un seul exemplaire, pas de rechange, pas de doublure, comme Olivia l'a dit plus tard. Une déchirure et c'était la catastrophe. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand Olivia a essayé le pantalon pour la première fois, la fermeture éclair était déjà cassée. Wolski ne voulait pas risquer d'abîmer le tissu vintage en la remplaçant, alors le département des costumes a trouvé une solution ingénieuse. Ils allaient la coudre dedans. Chaque matin, sans exception. Une fois les pointes de suture posées, c'était fini. Impossible de s'asseoir confortablement, de se pencher et même aller aux toilettes était une véritable expédition. L'équipe devait découdre délicatement, la sortir, puis la recoudre. Olivia a plaisanté plus tard en disant que cela limitait sa capacité à boire et à manger, car il fallait sans cesse l'ouvrir et la recoudre. Les journées étaient donc interminables, et elle dansait malgré tout. Chaque coup de pied, chaque pirouette, chaque démarche assurée, chaque « c'est toi que je veux ». Tout cela était exécuté en sachant que ses coutures, vieilles de plusieurs décennies, pouvaient céder à tout moment. Sandy paraît plus libre et plus forte que jamais, tandis que l'actrice qui l'incarne est littéralement prisonnière d'un tissu vintage, maintenu par un fil et sa détermination. À la fin du tournage, Olivia a pu garder le costume. En 2019, Olivia a mis aux enchères la veste et le pantalon afin de récolter des fonds pour son centre de bien-être pour personnes atteintes de cancer en Australie. L'ensemble a rapporté 405-700 $, soit plus du double de l'estimation de la maison de vente Julian's. La veste en cuir a été vendue à elle seule pour 200 $, tandis que le pantalon, dont la fermeture éclair était toujours cassée, a été adjugé à 560-500 $ à Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx. Blakely a surnommé Olivia la pionnière des leggings noirs et ses pantalons sont désormais encadrés et exposés au siège de Spanx. Le film The Crown qui a mis 40 ans à être conquis. La critique n'a pas été particulièrement enthousiaste. Les avis allaient de « génialement amusant » à « agréable mais sans saveur ». L'un d'eux le qualifiant même de « aussi fade et sans intérêt que du pain blanc ». Les adolescents, eux, n'en avaient une cure. Ils se sont rués dans les salles et n'ont cessé d'y revenir. Grease n'était pas qu'un simple film, c'était un véritable raz-de-marée culturel. À sa sortie en salle durant l'été 1978, personne chez Paramount ne s'attendait à un tel succès. Le film était présenté comme une comédie adolescente sans risque, à petit budget, 6 millions de dollars seulement. Au lieu de cela, le film est devenu un véritable phénomène financier, redéfinissant les possibilités de la comédie musicale pour un public moderne. Grease est devenu le film le plus lucratif de 1978, surpassant Superman et Les Dents de la Mer 2. Et son succès ne s'est pas arrêté là.
Il a mis fin au règne de 13 ans de La Mélodie du Bonheur, qui détenait le record du film musical le plus rentable de tous les temps. Aux États-Unis, Grease s'est imposé comme la comédie musicale la plus lucrative de tous les temps. Un titre qu'il a conservé pendant près de 40 ans. Imaginez un peu, durant les années 80, 90 et 2000. Malgré des décennies de comédie musicale à gros budget qui visaient l'excellence, aucune n'a réussi à détrôner Danny et Sandy de leur trône familial. Il a fallu attendre 2017, avec la sortie de La Belle et la Bête de Disney, pour que Grease perde définitivement son titre, avant que Wicked ne le détrône en 2024. À l'échelle mondiale, Les Misérables avaient réussi à dépasser Grease en 2012, mais même cela avait pris plus de 30 ans. Produit avec un budget de 6 millions de dollars, Grease a rapporté 396 millions de dollars dans le monde entier, soit 66 fois son budget. Une fin inexplicable. La plupart des couples au cinéma s'embrassent, esquissent une danse, mais Danny et Sandy, montant dans une décapotable et s'envolent. Sans explication, sans prévenir, ils s'élèvent simplement dans les nuages, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Le réalisateur Randall Kleiser est interrogé sur cette scène depuis des années, et sa réponse se résume à un haussement d'épaule. La voiture volante n'apparaissait pas dans la pièce de théâtre, loin de là. La comédie musicale originale se termine au Burger Palace, où Sandy apparaît avec son nouveau look et où tout le monde chante « We Go Together », les pieds bien ancrés au sol. Passe de carnaval, pas de décollage, juste une fin heureuse et classique. Le film avait d'autres ambitions. Il s'ouvre sur un générique animé déjanté et se termine sur une voiture défiant toutes les lois de la physique. Grease ne cherchait pas à être logique. Il cherchait à susciter des émotions. Or, Internet étant ce qu'il est, quelqu'un a fini par inventer la théorie selon laquelle Sandy est morte. L'idée est que tout le film n'est qu'une hallucination de Sandy mourante après sa noyade sur la plage. Dans la chanson Summer Nights, Danny se vante de lui avoir sauvé la vie alors qu'elle a failli se noyer et les fans se sont emparés de ses paroles et ont laissé libre cours à leur imagination. La voiture volante représente Sandy qui s'élève au ciel. Cette fin trop parfaite n'est qu'un fantasme, une fois qu'elle a disparu. Jim Jacobs, le co-créateur de Grease, a catégoriquement démenti cette idée. Il a déclaré à TMZ que la personne à l'origine de cette théorie devait être sous acide. Sandy était bel et bien vivante. Olivia Newton-John a trouvé toute cette histoire hilarante et a plaisanté, en disant que cela ferait de Grease la première comédie musicale de zombies. Non, la voiture qui vole n'est pas le signe que Sandy va au paradis, c'est juste délicieusement bizarre. N'importe quel autre film aurait été accueilli par des rires moqueurs. Mais Grease, c'était déjà un univers où les garages se lancent dans des numéros de danse oniriques et chorégraphiés, et où Frankie Avalon descend des nuages pour donner des conseils d'esthéticienne. À ce stade, une voiture volante, c'est juste un mardi comme un autre. Le rôle de Fonzie a été refusé. Danny Zuko a conquis nos cœurs avec son mélange parfait de charme, d'assurance et de vulnérabilité. Mais cette performance a failli ne jamais avoir lieu car le rôle a été proposé à Fonzie. Wheat. En 1977, Henry Winkler était une véritable star de la télévision. Son personnage d'Arthur Fonzarelli dans la série Happy Days incarnait la nostalgie des années 1950. Lorsque les producteurs de Grease l'ont contacté, ils lui offraient le summum de la coolitude adolescente. Winkler a refusé catégoriquement. Il était terrifié à l'idée d'être catalogué. Il incarnait déjà chaque semaine le type cool en blouson de cuir et motard sur ABC. Jouer Danny l'aurait figé à jamais dans l'image du loupard au grand cœur, ne laissant aucune place à d'autres rôles. Ce refus a ouvert la voie à un jeune acteur qui commençait tout juste à percer grâce à Welcome Back, Kotter, John Travolta. Il avait déjà incarné Doody dans la tournée théâtrale de Grease, mais cette fois, il avait sa chance d'accéder à la célébrité. Travolta a apporté quelque chose que Winkler ne pouvait pas offrir. Il savait chanter et danser. Sa mère possédait un studio de danse, et lorsqu'il a interprété le rap de Saturday Night Fever, sorti quelques mois avant Grease, il s'était entraîné avec les meilleurs chorégraphes jusqu'à ce que sa technique soit irréprochable. Danny Zuko avait besoin de quelqu'un qui puisse chanter juste, raconter une histoire d'amour et donner l'impression que chaque numéro musical était naturel. Travolta a livré une performance impeccable. Winkler a admis plus tard d'avoir commis une erreur. Il a parfaitement résumé la situation. Il est rentré chez lui et a bu un jus d'orange, tandis que Travolta est rentré chez lui et a acheté un avion. Il a également reconnu que Travolta était un meilleur choix, d'autant plus que Winkler ne savait pas vraiment chanter. Mais ce « et si »
continue d'alimenter les discussions à Hollywood. C'est la décision qui a fait danser des milliers de personnes. Si Winkler avait accepté, on aurait peut-être eu droit à un film Happy Days amélioré, avec un autre titre. Au lieu de ça, on a eu John Travolta et une performance qui a marqué toute une génération et qui reste encore aujourd'hui une référence. Et voilà, 15 anecdotes insolites sur Grease que vous ignoriez peut-être. Laquelle vous a le plus surpris? Quelle scène du film vous hante encore après toutes ces années? Laissez un like si cette vidéo vous a rappelé des souvenirs. Abonnez-vous pour découvrir d'autres analyses approfondies des films et séries qui ont bercé notre enfance. Et partagez-la avec un ami dont la chanson préférée au karaoké est Summer Nights. À bientôt!